La partie 4 commence par un exemple où on considère une matrice carrée A de M3C qui a deux valeurs propres distinctes, alpha et bêta, alpha qui est valeur propre simple et bêta qui est valeur propre double. Et dans la question 18, on nous demande de justifier que A est semblable à une matrice de cette forme-là où A est un certain nombre complexe. Le polynôme caractéristique de A, qui est, en vertu du théorème de Cayley-Hamilton, un polynôme annulateur de A, s'écrit x moins alpha multiplié par x moins bêta au carré avec alpha différent de bêta. Aussi, a-t-on x moins alpha et x moins bêta au carré qui sont promis entre eux. Par conséquent, en vertu du lemme de décomposition des noyaux, peut-on dire que ker de A moins alpha i3 et ker de A moins bêta i3 au carré sont supplémentaires dans M31C. De plus, comme alpha est valeur propre simple, la dimension de ker de alpha moins i3 est égale à 1 et donc la dimension de ce noyau-là est égale à 2. De toute façon, on a ici et là les sous-espaces caractéristiques de A et on sait que la dimension d'un sous-espace caractéristique de A est égale à l'ordre de multiplicité de la valeur propre. De plus, A moins alpha i3 tout comme A moins bêta i3 au carré commutant avec A étant des polynômes de matrice en A, on a que ces deux noyaux-là sont stables par A. Aussi, en notant phi indice A, l'endomorphisme de M31C canoniquement associé à la matrice A, on a que si on écrit la matrice de phi A dans une base de M31C adaptée à cette décomposition-là, on aura alors une matrice diagonale par bloc avec ici l'endomorphisme de ker de A moins alpha i3 induit par phi A dans une base de ce noyau-là. Par conséquent, on aura ici le bloc alpha I1. Et on a ici la matrice dans une base de ce noyau-là, de l'endomorphisme de ce noyau-là, induit par phi A. Or, x moins bêta au carré étant un polynôme annulateur de cet endomorphisme-là, on en déduit que bêta est son unique valeur propre. Aussi, comme l'endomorphisme de ce noyau-là induit par A est trigonalisable, vu que le corps dans lequel on travaille est C, il existe alors une base de ce noyau-là dans laquelle la matrice de l'endomorphisme de ce noyau-là induit par phi A sera de cette forme-là. Ainsi, peut-on construire une base de M31C dans laquelle la matrice de phi A sera de cette forme-là, ce qui revient à dire que A est semblable à une matrice de cette forme-là. On nous demande ensuite de calculer les puissances énièmes de t pour ensuite calculer l'exponentielle de la matrice t fois grand T. Grand T étant une matrice diagonale par bloc, il en est de même de t puissance n avec ici alpha à la puissance n et ici cette matrice-là à la puissance n. Et pour calculer la puissance énième de cette matrice-là, on l'écrit sous cette forme-là avec ici une matrice nilpotente d'indice 2. Et de plus, comme ces deux matrices-là commutent, on va pouvoir utiliser la formule du binôme pour calculer U à la puissance K. Et on obtient alors cela pour K supérieur ou égal à 1. Et on a donc pour K supérieur ou égal à 1 cette écriture-là du terme général de la série dans cette matrice-là est la somme, en notant que pour K égale 0, la matrice est la matrice identité. Et pour ensuite en déduire l'expression de cette matrice-là, il nous faut tout d'abord calculer cette somme-là. Ce qui nous permet alors de donner cette expression-là de l'exponentielle de cette matrice-là. Arrivé là, on nous demande de déterminer une CNS sur alpha et bêta pour que exponentielle TA tende vers la matrice nulle quand t tend vers plus infini. On a dit que A était semblable à grand T, par conséquent, il existe une matrice P inversible telle que A égale P-1 TP. Par conséquent, peut-on dire que exponentielle TA est semblable à exponentielle T fois grand T au moyen de la même matrice P.
Or, l'application de M3C dans M3C, qui a une matrice carré M de M3C, lui associe la matrice P-1 MP, est une application continue sur M3C en tant qu'application linéaire définie sur un espace vectoriel de dimension finie. Par conséquent, dire que exponentielle TA tend vers la matrice nulle quand t tend vers plus infini équivaut à dire que exponentielle t fois grand T tend vers la matrice nulle quand t tend vers plus infini. Ce qui revient à demander que chacune de ces quantités-là tende vers 0 quand t tend vers plus infini. Or, demander que cette quantité-là tende vers 0 quand t tend vers plus infini équivaut à demander que son module tende vers 0 quand t tend vers plus infini. Or, on rappelle que le module d'exponentielle z est égal à l'exponentielle de la partie réelle de z. Aussi, pour que exponentielle t fois grand T tende vers la matrice nulle quand t tend vers plus infini, est-il nécessaire que cette quantité-là tende vers 0 quand t tend vers plus infini, ce qui équivaut à demander que la partie réelle de alpha soit strictement négative. Et pour les mêmes raisons, il est également nécessaire que la partie réelle de bêta soit strictement négative. Par conséquent, il est nécessaire pour que cette matrice-là tende vers la matrice nulle quand t tend vers plus infini, que partie réelle de alpha et partie réelle de bêta soient des réels strictement négatifs. Réciproquement, si tel est le cas, on a bien cette quantité-là, celle-là, ainsi que celle-là, qui tendent vers 0 quand t tend vers plus infini, vu que dire qu'une expression complexe tend vers 0 quand t tend vers plus infini équivaut à dire que son module tend vers 0 quand t tend vers plus infini.